Alors du coup, à l'Assemblée nationale, si vous avez suivi, il y avait, je crois que c'était Laurent Wauquiez, quoi? Je crois que c'est Laurent Wauquiez, qui avait créé une commission d'enquête sur les liens entre la France insoumise et les islamistes. L'Assemblée nationale lui a gentiment dit que tu ne pouvais pas faire une commission d'enquête spécifiquement centrée sur un parti politique, particulièrement un parti politique d'opposition, alors que tu étais au gouvernement, alors que ton parti était au gouvernement. C'était un petit peu genre antidémocratique. Et du coup, la commission d'enquête a été renommée commission d'enquête sur les liens entre mouvements politiques et organisations promeuvant le terrorisme et l'idéologie islamiste. Et du coup, c'est une commission d'enquête qui, du coup, reste à charge contre la France insoumise. Voilà, c'est la commission d'enquête LFI et les Arabes, mais ça a été renommé pour la rendre un petit peu plus douce. Et du coup, là-dedans, ils ont auditionné un monsieur qui s'appelle Omar Youssef Souleymane, dont vous avez peut-être entendu parler parce qu'il a sorti un bouquin récemment qui s'appelle Les complices du mal. Sur la couverture, il y a Rima Hassan en manifestation qui fait comme ça. En gros, c'est un bouquin qui vise à prouver que la France insoumise, c'est des islamistes et ils sont dangereux. Oui, c'est ça, c'est la meute 2. Non, la meute 3, parce que la meute 2, c'était Nora Bussini, c'était les nouveaux antisémites. Donc bref. Du coup, allons voir cette commission d'enquête. Ça a l'air intéressant. La commission d'enquête arabe égale LFI, oui, c'est ça. Audition de ce jour en entendant M. Omar Youssef Souleymane. M. Souleymane, vous êtes né en Syrie, vous avez trouvé asile en France en 2012. Vous avez On a le droit de dire arabe de service ou pas? depuis publié plusieurs ouvrages, dont certains ont d'ailleurs reçu des prix. Et c'est pour l'un de ces ouvrages que vous êtes auditionné aujourd'hui, puisque vous avez fait paraître tout récemment, au début de ce mois, un livre. Franchement, c'est vous dire la qualité des prix littéraires et des prix journalistiques. Si franchement ce mec écrit des bouquins qui reçoivent des prix, mais c'est vrai, en parole de concerné, oui, vous êtes syrien, vous avez fui la Syrie, du coup vous êtes vraiment, 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 vraiment contre les islamistes, quoi. Intitulé Les complices du mal. Vous y évoquez les liens qui existeraient entre des mouvements islamistes et certains représentants de partis d'extrême gauche et soulignez l'influence que le conflit israélo-palestinien aurait eu sur ce rapprochement. Vous décrivez des discours victimaires qui assimileraient la position française dans ce conflit. Pour l'instant, rien de nouveau, hein. C'est pareil que la meute, c'est pareil que les nouveaux antisémites, c'est oh là là, la France insoumise. Ils ont défendu la lutte contre l'islamophobie, du coup, ils étaient suspects, mais avec la Palestine, ils se sont rangés du côté du Hamas, et du coup, c'est horrible. Regardez, ils ont soutenu les Palestiniens alors qu'il fallait laisser les faire génocider, etc. Oui, alors extrême gauche, LFI, bref, oui. Il y a une politique menée contre l'ensemble des musulmans, associant volontairement ces derniers aux 16 dans ce conflit. Vous décrivez des discours victimaires qui assimileraient la position Discours victimaire. française dans ce conflit et une politique menée contre l'ensemble des musulmans. Qui assimile la politique française menée à Gaza à une politique contre l'ensemble des musulmans, donc qui assimile en fait la complicité de la France dans le génocide à Gaza avec son islamophobie structurelle à l'intérieur, ce qui est, oui, mais pas que. Il y a aussi juste du racisme anti-arabe en règle générale, hein, pas que les musulmans, vous inquiétez pas, hein. Il n'y a pas que des musulmans en Palestine, hein. Associant volontairement ces derniers aux intérêts du Hamas, alors que ce groupe C'est quoi sa légitimité à être là? Bah, il a écrit un bouquin. est désigné comme terroriste par la France et par l'Union européenne. Vous Là, il parle du Hamas. dénoncez également les visées électoralistes de ce type de discours. Si les travaux de la commission d'enquête ne visent pas tel ou tel parti ou telle sensibilité politique, Il faut bien le rappeler, vu qu'on va cibler tel ou tel parti pendant l'audition. mais ça intéresse bien tous les élus politiques, puisque des liens entre mouvements islamistes et élus politiques peuvent apparaître dans différents territoires et pour différents motifs, les constats que vous dressez n'en manquent pas moins de nous interroger. Aussi, je vous souhaite... Voilà. Certes, notre commission d'enquête, on s'est un peu fait taper sur les doigts, du coup on est un petit peu obligé d'étendre ça à l'entièreté du champ politique et pas que à la France insoumise, parce que c'est un peu interdit de faire un truc que sur la France insoumise. Quand même, votre truc, il est très important, hein. Voilà, c'est surtout votre truc qu'il faut écouter à vous, hein. Voilà, même si on n'a pas le droit de le dire, en réalité, c'est une commission d'enquête contre la France insoumise. Voilà, ok, il y en a d'autres ailleurs qui ont des liens avec Daesh, Lafarge, le RN qui file des armes pour les attentats. Oui, oui, mais vous, c'est vraiment vous le plus important parce que vous parlez de la France de la France insoumise, pardon. soumettrai, Le bout de leur logique, c'est la criminalisation de l'opposition politique, c'est grave. Ah, mais en fait, c'est ça. C'est que le fait de faire un rapprochement entre la France insoumise et le terrorisme, c'est une façon, en effet,
de donner des outils et des clés de criminalisation de l'opposition, ça c'est clair. Né en Syrie dans une famille sunnite traditionnaliste, Omar Youssef Souleiman, dès 5 ans, est mis au contact du Coran et des poètes comme Al-Mutanabbi al-Mahari dans le seul but qu'il se familiarise avec la langue classique. Sa famille étant plus tournée vers les sciences, son père est dentiste, il prend goût à la poésie et des coulées d'auteurs. À 9 ans... Ok, donc ça, c'est lui qui raconte sa propre histoire, j'imagine. Hein. C'est quoi la source? Être français. Oui, d'accord, ok. Donc, déjà, la page Wikipédia qui cite son bouquin autobiographique. En termes de source, c'est pas... En gros, il a écrit un bouquin autobiographique pour dire oui, j'ai été élevé dans les trucs arabes et musulmans, mais j'ai découvert les Lumières avec Paul Éluard, quoi. À 9 ans, il déniche dans les livres d'occasion de la librairie de sa ville natale un recueil de poèmes de Paul Éluard, traduit en arabe, dont il admire la modernité. Qu'il lit et relit malgré la désapprobation de son père, devant son attirance pour un infidèle. Bref. Donc ça, c'est l'histoire qu'il se raconte de lui-même, en mode, il a découvert les Lumières par la grâce de sa rationalité, et du coup, il s'est rendu compte de l'obscurantisme des Arabes et des musulmans autour de lui. Ah, c'est pas bien, mais bref. De 13 à 16 ans, il accompagne sa famille en Arabie Saoudite, blablabla, il rentre en Syrie. Quand il déclare qu'un poème de Paul Éluard vaut davantage que le propos de Mahomet, son père le renie. Quitte sa famille, blablabla, ok, d'accord, oui. Parution des complices du mal. Il se dit frappé par la présence des islamistes qui, selon son propos, ne détruit pas seulement la citoyenneté française, mais aussi les musulmans de France. Ce qui est stupéfie, c'est l'alliance entre les islamistes et l'extrême gauche, incompréhensible pour un homme qui a vu la gauche arabe très critique envers l'islam politique, précise le canard enchaîné, oui. Le 11 septembre 2025, les éditions Plomb annoncent la sortie pour le 2 octobre suivant de son livre Les complices du mal. Ah là là, comme par hasard, ils ont fait l'annonce le 11 septembre. Ah Après la petite délinquance, le petit terrorisme, ouais, je te jure. L'ouvrage dénonce les liens entre la France insoumise et l'islamisme radical en France, blabla. Aujourd'hui cristallisé autour de la cause palestinienne, comme rappelle Libération. Merci Libération. Lisez Libé, hein, bien sûr, lisez Libé. L'ouvrage prétend révéler l'alliance trouble entre la France insoumise avec l'islamisme et son projet de déstabilisation de la démocratie française. Carrément. Carrément. Déstabilisation de la démocratie française, voilà. Détaillant les liens supposés avec les projets islamistes, l'éditeur est mis en demeure par le mouvement de communiquer l'ouvrage avant sa parution. Selon le point, LRFI aurait également menacé de poursuite la maison d'édition sur motif de propos infondés, attentatoires à l'honneur et à la réputation de la France insoumise. Bah oui, tu m'étonnes. Oui, donc globalement, c'est une espèce d'auteur qui a un main character syndrome et qui est persuadé qu'il est persécuté en France parce qu'il est islamophobe, quoi, et qui ne comprend pas la différence entre être islamophobe en France et être critique de l'islam en Syrie. Ok, d'accord. Je souhaiterais que vous nous indiquiez tout d'abord comment se manifestent ces liens. Sont-ils conjoncturels, liés notamment au contexte international, ou vous semble-t-il plus durables? Et deuxièmement, pensez-vous que ces liens traduisent une forme d'adhésion aux finalités poursuivies par les mouvements islamistes en cause, alors même que ces finalités sont incompatibles avec les valeurs de... Et ensuite, deuxième question, est-ce que en gros, est-ce que c'est parce qu'eux-mêmes sont des islamistes, ou alors est-ce que c'est du cynisme électoraliste? Voilà. Valeurs de notre démocratie et de notre République. Électoralisme ou terrorisme, hein? Alors la France insoumise, électoraliste ou islamiste? En fait, comme la commission d'enquête porte sur les liens entre mouvements politiques et islamisme, à chaque fois, les liens vont être présumés. Chaque mouvement politique qui est interviewé, spoiler alert, généralement la France insoumise, va être présumé comme ayant des liens avec les islamistes. Il ne va pas y avoir de contradictoire là-dessus, quoi. Ou est-ce que ça traduirait En fait, des députés insoumis dans la commission pour lui poser une question. Il me semble qu'Émeric Caron s'était inscrit à la commission, mais du coup, là, on a la présidence qui est là. Et généralement, les députés qui sont qui sont pas vraiment dans la présidence, dans le bureau de la commission, ils sont en bas. Ils sont écrits en bas. Donc vous invitez à lever la main droite et à dire « je le jure ». C'est une dinguerie quand même de limiter le terrorisme aux islamistes sans jamais définir islamiste, parce que bon, Daesh et le Hamas, c'est pas la même chose. Mais oui, mais parce que ça se base sur cette confusion-là, quoi. Si c'est des musulmans qui prétendent à un pouvoir politique, c'est des islamistes. C'est juste ça sa définition, en fait. Effectivement, c'est la plus grande question. Comment ça manifeste ce lien entre la France insoumise et les islamistes? J'adore Xavier Breton qui est en mode alors oui, donc nous devons quand même dire que notre commission ne porte pas que sur un seul parti, mais sur l'ensemble, etc. Donc est-ce que vous pouvez nous dire sur ces partis et ces mouvements présumés Alors oui, la France insoumise, oui. Ah, c'est vraiment genre, oh là là.
qu'au final, il y aura des interrogations sur les liens RN et terrorisme. Bah, si la France Insoumise fait pas partie de la commission, j'ai peur qu'il n'y en ait pas. Je raconte très brièvement d'abord la raison pour Grave. laquelle je me suis posé cette question, et y compris la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. C'est que je viens de la Syrie, un pays dominé par les islamistes. J'ai vécu les premières 25 années de ma vie en Syrie et 3 ans en Arabie Saoudite, où j'ai étudié le Coran et le Hadith, ça veut dire la parole de Mahomet. Ensuite, il y avait la révolution syrienne qui a commencé Ah, et toujours les bons tokens, hein, ça c'est clair. Hein. Toujours les tokens, hein. Les muslims de service. en 2011, où j'étais impliqué, j'étais engagé comme des milliers de jeunes Syriens à l'époque. Et c'était une révolution socialiste contre un régime fasciste qui s'appelait Bachar el-Assad. Et ce sont les islamistes qui ont détruit cette révolution. Plus tard, 1 an après, je me suis échappé de la Syrie. Une révolution socialiste contre Bachar al-Assad? Enfin, je veux bien qu'il y avait des socialistes dans la révolution syrienne, mais je crois pas que c'était la majorité non plus. Non, mais d'accord, si tu veux. J'ai fui cette ambiance terrible, où on était entre la peste et le choléra, entre le régime de Bachar el-Assad et les islamistes vers la Jordanie. C'est de mentir comme ça, c'est Assad qui a réprimé et au pouvoir jusqu'à récemment. Mais oui, en fait, genre, c'est. Genre, notamment, une des raisons, notamment pour lesquelles c'est les organisations religieuses qui ont pris le lead de la révolution, c'est déjà parce que Bachar al-Assad, il avait interdit. Accepte quoi la ça, ouais. Parce que Assad, il avait interdit les réunions politiques dans des lieux, dans les lieux publics, dans des espaces, etc. Donc il avait réduit en fait le droit. En gros, il avait réprimé le droit à se rassembler pacifiquement, le droit à se rassembler politiquement. Et du coup, les seuls endroits qui étaient protégés de cette interdiction de rassemblement, c'était les mosquées. Vu que c'était sous un statut religieux différent, etc. Et du coup, c'est comme ça que les gens ont commencé à dire que c'était une révolution islamiste. Parce que, bah oui, de fait, le seul endroit où tu avais le droit de te rassembler, c'était dans les mosquées. Sauf que, bah. Jordanie, je demande l'asile politique en France. Arrivant en France, une des premières choses qui m'a vraiment choqué, c'est de retrouver cette ambiance de laquelle j'ai fui. Un peu comme Iran. Bah justement, j'ai l'impression qu'on essaie de calquer le discours sur de la révolution iranienne sur la révolution syrienne aussi. Parce que la révolution iranienne, c'est l'argument numéro 1 que donne l'extrême droite, c'est oh là là, il va vous arriver comme en Iran, les communistes, là, les socialistes, vous allez faire une révolution et les islamistes vont vous dégager du pouvoir et ils vont vous mettre en prison comme en Iran. Alors du coup, voilà, parce qu'on peut pas faire confiance à ces sales musulmans, etc. Donc ça, c'est l'argument de l'extrême droite. Sauf que du coup, j'ai l'impression qu'on essaie de calquer ce narratif-là sur la Syrie. C'est pour ça que je me méfie du narratif. C'est une révolution socialiste et les islamistes ont pris le pouvoir. T'es en mode, ça m'a l'air plus complexe que ça, quoi. Autrement dit, Quoi j'ai vécu pendant 7 ans dans la banlieue parisienne et j'étais toujours tellement surpris du fait que certains imams et des imams radicaux soutenaient M. Mélenchon sans aucune réserve. Attends, donc ce mec-là, il dit ouais, j'ai fui la guerre et la dictature en Syrie et j'ai retrouvé pareil en banlieue parisienne parce que des imams soutenaient Mélenchon. Il a vu des imams qui ont dit ah, la gauche c'est bien. Et il a dit du coup c'est comme Bachar al-Assad. Comment un mec de Syrie peut de bonne foi raconter ça, le gars, il soit fou, soit un parfait cynique. Non mais je pense que c'est surtout un bourgeois qui a connu ça de très très loin et pour lui c'est déjà l'horreur, quoi. Mais si aussi d'ailleurs, by the way, du coup il a vu un imam, parce que bon, des imams en banlieue parisienne qui appellent à voter Mélenchon, il a vu un imam dire du bien de Mélenchon en mode c'est le seul qui défend les musulmans, et du coup la conclusion qu'il en tire c'est non seulement, c'est que la France Insoumise a des liens avec cet imam. Genre lui, il en a tout de suite conclu que la France Insoumise était derrière cet imam, et qu'ils ont un deal avec les imams pour que les gens votent pour eux. Bref. On a pas mal des éléments. Parce que d'ailleurs, je précise qu'à la suite du massacre de 7 octobre, je suis allé dans des dizaines de manifestations organisées soit par la France Insoumise directement, soit par une association islamiste antisémite, sans aucune réserve, qui s'appelle Urgence Palestine. Une association islamiste antisémite, Urgence Palestine. Waouh. Ah ouais, carrément. Ah ouais, le roi de la nuance, hein.
Ah, c'est vrai que ce mec est parfaitement neutre et, et fiable. Moi, ce que j'aime bien avec ce mec-là, c'est qu'il s'en tient aux faits, tu vois. Genre, ça, c'est le problème des Arabes sionistes, c'est qu'ils en font trop, quoi. Ils ont tellement besoin de compenser qu'ils en font beaucoup trop. Du coup, ça se voit, quoi. Je raconterai ça à mes potes d'Urgence Palestine. Oh, attention, MJ de Villebert, t'as des potes islamistes antisémites. Hein. C'est très grave, hein. Fais attention à tes amis. On a pas mal d'éléments. Premier, je commence avec monsieur Omar Al-Souni. Omar Al-Souni, il a fondu cette organisation Urgence Palestine le lendemain du massacre de 7 octobre. Et donc, Omar Al-Souni a salué le déluge d'Al-Aqsa. Le déluge d'Al-Aqsa, c'est le nom de massacre de Hamas le 7 octobre. C'est la même personne, Omar Al-Souni, qui organise ces manifestations côte à côte avec des députés comme Mathilde Panot, Thomas Bortes, Ercilia Sodé ou d'autres députés. Ercilia Sodé, hein. Moi, pour moi, c'est vraiment la preuve que juste ce mec-là fait partie des cercles conservateurs, printemps républicain, islamophobe français. C'est que l'obsession d'Ercilia Sodé, ça ne peut que venir de là. Désolé, hein. Mais les seuls qui sont autant obsédés par Ercilia Sodé, c'est les gens qui ont déjà eu leur feed Twitter qui leur a dit attention, cette meuf-là, surveille-la, quoi. Parce qu'en plus, elle n'était pas à tant de manifestations que ça à Paris. Qu'on trouve régulièrement durant. Il est au courant qu'Israël attaque son pays. Ah, mais je pense qu'il est d'accord. Je pense qu'il fait partie des gens, c'est une vraiment une minorité, généralement des gens en exil, mais qui considèrent qu'Israël, en bombardant son pays, va le libérer des méchants islamistes qui ont pris le pouvoir récemment et qui sont OMG, qui sont cul et chemise avec les États-Unis parce que les États-Unis ils ont dit oh ça va, ils ont l'air sympas quoi. Bref. Alors qu'il est totalement printemps républicain, relié sa page. Ah non, mais totalement, mais bref. Urgence Palestine, il y a une autre association qui s'appelle Perspective Musulmane. Perspective Musulmane, les deux personnes les plus actives chez eux, on a Ahmed Ibrahim et Maria de Corta, si je ne me trompe pas de nom, de Cartena, pardon, Maria de Cartena. Alors, Ahmed Ibrahim, qui est aussi militant à Urgence Palestine, a déjà déclaré que la Palestine est une terre d'islam. Ahmed Ibrahim, il manifeste régulièrement avec les députés. Mais oui, c'est une terre d'islam, c'est une terre de judaïsme, c'est une terre de christianisme, c'est le berceau des religions du livre. En quoi c'est faux? Oui, la Palestine. En fait, en quoi c'est choquant de dire que la Palestine est une terre d'islam? Il y a littéralement l'esplanade des mosquées. Pourquoi ça s'appelle déluge Al-Aqsa? Ah, ben Al-Aqsa, oui. Ah, oui, Al-Aqsa. D'accord. En gros, il dit des noms d'arabes. Ah, mais l'entièreté de ces preuves, ce sont des arabes, ce sont des musulmans, donc ils veulent l'islamisme. Genre, désolé, mais en fait... Mais pareil, tu vois, sur l'islam politique, c'est que, désolé, à partir du moment où l'islamophobie existe, l'islam ne peut qu'être politique. Ne serait-ce que parce qu'il y a une discrimination envers les musulmans. C'est dans le champ de la politique. C'est dans le champ de la façon dont la République traite ses citoyens. Donc, c'est de la politique. Genre, oui. Ça n'a rien à voir avec, oui, le califat, je sais pas quoi. Non. C'est juste... Oui. L'islamophobie existe en France, c'est donc une affaire politique. Donc la question de l'islam devient de fait politique. Maria de Cartena a déjà déclaré que la guerre contre le terrorisme est en vérité une guerre contre l'islam. C'est pareil, Marie. Oui, c'est ce que disent quasiment tous les chercheurs qui étudient la guerre contre le terrorisme et qui étudient le concept de terrorisme et son émergence sur la fin des années 90 avec le choc des civilisations, avec toute la... Oui, c'est le... Oui. La guerre au terrorisme est une guerre contre les musulmans. C'est l'axiome même de la war on terror. Des chercheurs le disent. Et en fait, tu vois, comme il dit, regarde, cet arabe dit ça, donc forcément c'est faux. Non, il y a des chercheurs qui disparaissent en fait. L'amalgame se fait entre musulmans égale terroriste. Il a écouté Bush dans sa vie. Non, mais bah non, bien sûr que non. Bien sûr que non, puisque Bush, c'est pas pareil. Elle manifeste avec ces gens régulièrement. Alors là, on est encore dans les soupçons. C'est-à-dire, quand on voit, là, ça c'est vraiment la réponse la plus régulière de la part des élus, des militants de la France insoumise, quand ils disent
qu'on va dans ces manifestations avec la bonne foi. Et ici, je tiens à préciser que je n'accuse à aucun cas ceux qui manifestent avec cette bonne foi. C'est-à-dire qu'ils voient qu'il y a des victimes à Gaza. Ils voient qu'il faut faire quelque chose. Ils sont hors de mon sujet. Moi, vraiment, ce livre, il est vraiment... Ne vous inquiétez pas, c'est pas contre les gens qui manifestent pour la Palestine, c'est contre les députés qui manifestent contre... Parce que ça me dérange pas, les gens qui se font avoir par les islamistes et qui manifestent en toute bonne foi, etc. Mais les députés qui sont pour la Palestine, ça c'est bizarre, parce que ça veut dire qu'il y a une action politique en fait, et ça c'est pas bien, parce que moi je veux bien qu'on pleure les pauvres victimes innocentes, mais alors faire quelque chose contre ça, non, c'est de l'islamisme ça. Regarde, il y a des musulmans à Gaza, donc la preuve. Enfin, je l'ai écrit uniquement sur ceux qui organisent ces manifestations et qui ont un projet politique islamique derrière cela. On a un troisième... Islamique ou islamiste? On a un des députés les plus actifs dans ces manifestations, Thomas Bortes. Thomas Bortes, il est déjà, d'ailleurs récemment, il est allé au Liban avec Salah Hamouri. Salah Hamouri est un militant à FPLP. FPLP, c'est le Front populaire de libération de la Palestine, une organisation considérée comme terroriste en Europe. Mais attends, mais le FPLP, ils sont communistes, non? Pas des communistes athées, le FPLP, justement? Parce que tout à l'heure, il disait oui, la révolution syrienne, c'était bien parce que c'était des socialistes, mais après, les islamistes, ils ont tout cassé. Donc, moi, j'en conclus que les socialistes, c'est bien. Mais du coup, le FPLP, ils sont socialistes. C'est des communistes athées. Enfin, bon, après, il y a des musulmans, j'imagine, il y a des chrétiens aussi, beaucoup dans le FPLP, etc. Mais c'est des... Le communisme aussi, il aime pas au Figaro, il a dit Mélenchon, il est trotskiste, c'est pas de chez nous. Ah, donc voilà, donc son truc sur oui, c'était bien, c'était une révolution socialiste, blabla mes couilles en Syrie. Non, en fait, non, c'est que pour lui, c'est pas bien aussi la révolution socialiste, parce que de toute façon, les communistes, c'est pas bien, et de toute façon, c'est pas. Voilà. Ça correspond pas à l'éthos arabe, quoi. Oui, bon, bref. Bortes, une fois qu'il est allé au Liban, il s'est rencontré plusieurs personnes de FPLP. Et je cite ici 2 personnes que j'ai réussi à... Mais ça, c'est vraiment le truc que dit Wissam, c'est qu'est-ce qu'il vous faut exactement? Quelle organisation de libération de la Palestine a grâce à vos yeux? Ok, le Hamas, c'est pas bien, c'est l'islamiste, d'accord. Le FPLP, c'est des communistes, ils sont laïcs, ils ont un projet politique laïque. Pourquoi ça vous suffit pas? Non, c'est pas bien parce que ils sont considérés comme terroristes par Israël. Mais spoiler alerte, n'importe qui se bat pour la Palestine est considéré comme terroriste par Israël. Et après, par capillarité, par beaucoup de pays occidentaux. Puisque... Celle qui veut rien libérer, celle qui est corrompue ou discréditée. Ah ben là, on le voit en ce moment avec la violation du cessez-le-feu, mais on va en parler après, justement. C'est... En fait... Ils ne veulent pas la libération de la Palestine, tout simplement. C'est qu'ils demandent oh là là, il y a des pauvres victimes, mais on va surtout pas se battre pour empêcher qu'il y en ait des nouvelles, quoi. Non. Mourrez, quoi. À découvrir les noms. On a Marwan Abdul-Al. Marwan Abdul-Al, d'ailleurs, il a déjà posté sur X. Là, pour l'instant, il a juste fait une liste de noms, de regarder. Ces gens-là ont des noms à consonance arabe et sont probablement musulmans et sont pour la Palestine. Pour l'instant, c'est tout ce qu'il a fait. Je rappelle que Georges Ibrahim Abdallah est insulté de Palestiniens islamistes terroristes dégénérés par les droitards alors que c'est un chrétien libanais maronite athée. Ces gens sont stupides ou mentent sciemment. Ah non, mais bah, bien sûr. Mais parce que, contrairement du coup à ce qu'il dit, c'est bien la preuve que la lutte contre le terrorisme est une lutte contre l'islam. Puisque n'importe quel terroriste sera présumé islamiste alors même que, genre, je sais pas, Georges Ibrahim Abdallah, Salah Hamouri, genre, tu sais, genre, c'est pas des islamistes. Mais pourtant, comme ils sont terroristes, ils sont donc présumés islamistes. Donc c'est bien la preuve, c'est QFD, que la guerre contre le terrorisme est une guerre contre l'islam. C'était pas Wissam qui disait que c'était un peu des Mao, le Fatah? Non, non, pardon, je confonds. Non. Pardon, le djihad islamique. Pardon, je confonds avec le djihad islamique. Oui. C'est le djihad islamique, c'est pas le Fatah. Ok, bon, j'ai eu la bonne prononciation. Non, c'est le djihad islamique qui sont des Mao. Le fait quand même que l'organisation la plus laïque, après le FPLP, je crois, et la plus gauchiste s'appelle le djihad islamique, pardon. Oh là là, bref. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais une fois que j'ai identifié la photo publiée de sa réunion avec... Il y a un mauvais branding quand même. Il y a un mauvais branding. Oui, donc du coup, alors le nom, j'ai trouvé des noms. Une fois que j'ai identifié la photo publiée
de sa réunion avec Salah Amouri et Marwan Abdelal et d'autres personnes de FPLP, je confirme qu'il s'appelle Marwan Abdelal. Marwan Abdelal, c'est un militant de... Donc là, pour l'instant, il explique sa méthodologie, c'est d'aller voir les photos postées sur Twitter par les gens et de dire et de faire des listes d'Arabes. Voilà. L'organisation de Hezbollah, organisation Alors que le djihad inclusif, ça c'est un bon nom de parti. En vrai, considérée comme terroriste. Elle est allée d'ailleurs dans le funérailles de Hassan Nasrallah, début de l'année 2024, en février dernier. La deuxième personne, il est membre à FPLP, bien sûr. La deuxième personne rencontrée par Thomas Porte, elle s'appelle Aitam Abdo. Ben, Aitam Abdo, c'est le chef, c'est-à-dire... donc un membre du FPLP est allé aux funérailles de Hassan Nasrallah. Mais, bah, oui. Genre, bah, les organisations de résistance palestiniennes sont connectées entre elles. Il y a de la diplomatie entre elles, justement. Il sonne juste complotiste pour le moment. Je trouve qu'il balance plein de noms. C'est pas du tout synthétique. Oui, t'as l'impression il a un dashboard avec plein de noms. Alors, lui, il est retiré à lui. Et il est allé aux funérailles de un tel. Ouais, bah, le mec s'est fait buter par Israël en même temps, quoi. C'est vraiment le chef de FPLP au Liban. Et les terroristes sont réserves. Troisième personne, c'était pas rencontré C'est visiblement. comme si quand Krivine est mort, on s'étonnait d'y voir Kamba Delis. Bah oui. Alors, j'ai pas envie de comparer le FPLP à Kamba Delis, s'il vous plaît. Mais oui, genre, c'est ça. Genre, c'est. Le moment, parce qu'il était déjà tué par Tsahal, il s'appelle Kamal Adwan. Kamal Adwan, Thomas Portes l'a rendu hommage lors de sa visite au sud de Beyrouth. Et aujourd'hui, il est enterré dans un ministère, il est enterré dans un cimetière qui s'appelle les Martyrs de la Palestine. Et donc, Kamal Adwan, il a déjà tué 11 civils israéliens en 1962 dans le cadre d'un attentat qui s'appelle l'attentat de Munich. Là, je donne juste des éléments, des exemples. J'ai beaucoup... L'attentat de Munich. Monsieur le député, on en a beaucoup. Vous me dites, j'arrête. Oui, c'est les je Jeux peux arrêter quand vous olympiques, voulez. On a Mulika. Mulika, c'est une suppliante d'un élu de la France insoumise. Elle a déjà participé à l'ouverture d'une mosquée, qui s'appelle Al-Rahma. C'est une mosquée dans la banlieue de Lyon. Cette mosquée a déjà accueilli un djihadiste tunisien à plusieurs reprises. J'ai réussi à identifier sa parole, ses reprises, ses engagements. Il appelle à éliminer les Juifs, il appelle à tuer tous les Israéliens et il fait la gloire sans réserve pour le Hamas depuis le 7 octobre. D'ailleurs, tout ce que je viens de dire, en fait, il y a pas mal de déclarations, surtout par... Attends, du coup, sa preuve, c'est que la suppléante d'un député a été à l'inauguration d'une mosquée et après cette mosquée, elle a reçu un mec qui, qui appelle à tuer tous les... Oui, MJ de Villebière, oui, l'attentat de Munich, je crois que c'était un bail un peu... J'ai pas toutes les sources, je sais que tonton Youssef, il en a parlé, mais j'ai oublié les trucs. Donc, elle a fait l'inauguration de la mosquée et après la mosquée, indépendamment de cette meuf, a invité un mec qui apparemment appelle à tuer tous les juifs. Bon, après il a dit appelle à tuer tous les Israéliens, donc en fait je pense qu'il a juste dit from the river to the sea. Bon soupçon, mauvais soupçon, peut-être que c'est un connard, peut-être que c'est vraiment un salaud, djihadiste. Donc c'est la faute de la meuf. Donc c'est la preuve que la meuf a un lien avec les islamistes parce que elle était à l'inauguration d'une mosquée qui après a fait... Donc juste parce qu'elle a fait l'inauguration, elle est désormais complice de l'islamisme. C'est quand même, la charge de la preuve est assez unique là-dedans quand même. Attention, on est tous à cette poignée de main de Hitler. Ah, mais après, Wannabe tu rigoles, mais c'est littéralement le contenu de son bouquin. On est à cette poignée de main d'un terroriste islamiste. Awad, c'est aussi un islamiste radical que la France insoumise l'a choisi pour être... Si, en fait, on en a beaucoup quand même. On a Mohamed Awad. Awad, c'est aussi un islamiste radical que la... Il est juste musulman. Voilà. Mohamed Awad, il est musulman. Juste, c'est pas un islam. En fait, voilà, c'est que maintenant, parce que du coup, connaissant Mohamed Awad, ouais, Yuriknak, oui. Oui, c'est le Mohamed Awad auquel tu penses, Yuriknak, oui.
Donc voilà, donc maintenant que vous savez que pour lui, Mohamed Awad, c'est un islamiste radical, Mohamed Awad est juste musulman. Juste. Donc dès qu'il vous parle d'un islamiste radical, vous savez que c'est juste un musulman, en fait. Les autres en face, ils ont un ref. Non, mais le but de son audition, c'est de pouvoir mettre plein de mots dans le rapport de la commission d'enquête pour dire regardez, les insoumis, c'est des islamistes, en donnant plein de noms pas vérifiés. Et trust me bro, il y a un Syrien qui me l'a dit, quoi. Bref. Il va drop Wissam en vidéo proche de la LFI. Ah. C'est qui Awad? Attendez, pour les gens qui savent pas, hop. C'est un mutu Twitter. Donc c'est le chef de file LFI municipal 2026 à La Courneuve, membre de la coordination nationale, etc. Donc c'est le chef de file pour les municipales à La Courneuve. C'est un cadre un peu de la France Insoumise. Et genre... C'est... Voilà quoi. Il est député. Oui, attends, non, il n'est pas député, oui, c'est ça. Et genre, bah, il est. Oui, c'est en fait, c'est le best gars. Genre, vraiment. Ce mec, il est. Enfin. Il est ultra chill. Bon, là, il a l'air de RT surtout beaucoup d'autres trucs. Mais genre, juste, c'est. C'est juste un simple mec chill. Genre, c'est un insoumis classique. Juste, il a le malheur d'être musulman, quoi. C'est. Ah, c'est un frère! Il est donc musulman, c'est un frère musulman! Il a pour lever sur une photo, c'est l'ennemi. Ah ouais, bah attendez, la preuve, hein, franchement, regardez. Chute du CAC 40, envolée des taux, banque française en détresse, les serviteurs de la finance antisémite, il a dit la finance, précipite le désordre partout, y compris dans leur propre camp, qu'ils arrêtent de nous baratiner avec la stabilité. Lord, le chaos, c'est eux. C'est vraiment un insoumis qui tweet comme un insoumis, qui a des lunettes rondes d'insoumis. Il a des lunettes rondes. Candidat. Moi, je trouve que c'est vraiment très dangereux pour les élections législatives. Voilà. Attention, c'est dangereux, hein. Il était candidat aux législatives. C'est extrêmement dangereux. Mohamed Awad était candidat. C'est extrêmement dangereux. Ayez peur. Bah, bouh. Bouh. Il s'appelle Mohamed. Bouh. Ah. Ah. J'ai peur. Oh. Même endormi, ultra intégré, c'est suspect, c'est grave. Bah oui. Mais en fait, c'est là que tu vois toute la malhonnêteté du truc. C'est qu'en fait, c'est juste islamophobe. C'est juste chaque musulman est suspect de déstabiliser la France. C'est littéral. Enfin, c'est l'antisémitisme des années 30, en fait. C'est littéralement ça. C'est les listes de. Faire des listes de juifs pour essayer de montrer le fait qu'ils veulent détruire la nation, qu'ils ont des liens avec la gauche, etc. etc. C'est littéralement ça, quoi. L'année dernière. Je termine avec Sébastien Delegui. Sébastien Delegui a été salué à plusieurs reprises de la part des chaînes islamiques radicales pro-Hamas, y compris Al Jazeera, y compris Al Mayadeen et d'autres chaînes. Al Jazeera, oui. Chaîne islamiste pro-Hamas, oui, bah Al Jazeera, ils étaient sur la flottille aussi. Genre, qu'est-ce que... Et une des personnes qui l'a vraiment soutenu, il s'appelle Sayed Yahya Gouasmi. Yahya Gouasmi a déjà, j'ai fait une recherche sur cette personne, il a créé un centre qui s'appelle Zahra. Zahra, c'est un centre chiite, djihadiste, qu'il a créé ici à Paris. Il était fermé. Al Jazeera a dit du bien de Delegui. Donc... Oui, c'est ça, c'est vraiment. Al Jazeera a dit du bien de Delegui pour ses engagements pour la Palestine. Du coup, c'est la preuve que Delegui est un islamiste. Raphaël Arnaud. Antoine Allemand. C'est une folie, hein. C'est une folie. J'ai fait une recherche. Oui, c'est ça, c'est vraiment, j'ai fait une recherche Google. Raphaël Arnaud. Pour des apologies du terrorisme. D'ailleurs, ça c'était déjà publié pour le ministère de l'Intérieur. Eh bien, une fois qu'il a salué Sébastien Delegui, parce qu'il a levé le drapeau palestinien à l'Assemblée nationale, Sébastien Delegui a répondu à cette personne sur les réseaux sociaux pour lui remercier. Donc il y a un mec qui a dit « Merci monsieur le député ». Du coup, Delegui a dit « Ah, merci à vous ». Et du coup, c'est la preuve que Delegui est un islamiste. Certains éléments que je me souviens, mais on en a pas mal. Alors, peut-être vous pouvez me poser une autre question et je rebondis. Voilà.
Donc, en plus, c'est fascinant parce que, désolé, je reviens à la question de la commission. La commission était en mode, est-ce qu'il y a des liens? Et est-ce que ces liens, c'est de la complaisance ou c'est de la. Et du coup, sa réponse, c'est faire une liste de gens et il dit, allez-y, posez-moi d'autres questions. Mais t'as même pas répondu à la question. Il a même pas répondu à la question, c'est ça le pire. C'est ça. La commission d'enquête est faite pour lui sucer la bite, il répond même pas à la question. Il dit juste, je vous fais une liste d'arabes. Regardez, bah, ils font peur. Merci. Il paraît que le livre, c'est que ça, des rapprochements forts. Bah, ça a l'air d'être. Sur son travail, ça a l'air d'être que ça. Hein. Je pourrais citer les Arabes encore longtemps comme ça. Oui, c'est ça, c'est. Posez-moi d'autres questions, je peux vous citer d'autres Arabes si vous voulez. Il a juste name droppé, c'est calibré pour de la reprise média et par les FAF. Oui, c'est calibré pour le fait que, comme ça, sur un plateau télé, si un journaliste veut coincer un insoumis, il dit et vous connaissez je sais pas, moi, un tel. Ils vont prendre un des noms de la liste du journaliste là. Ah, voilà. Quels sont vos liens avec un tel? T'es en mode, qui me parle? C'est qui ce gars? Et comme ça, t'es sûr que le mec en face de la France Insoumise il sera en mode, quoi il me parle? Et du coup, ah, c'est la preuve! Vous faites semblant de ne pas ça. Voilà quoi. Mais oui, c'est ça, c'est un outil parfait pour pouvoir avoir la carte joker facile pour coincer quelqu'un sur un plateau télé, quoi. Si, M. Suleiman, je vais laisser la parole à notre. Est-ce qu'il existe un générateur de noms arabes? Bah oui, les maternités françaises en ce moment. Merci, Monsieur Suleiman, pour votre présence aujourd'hui. Donc, j'ai pris lecture avec beaucoup d'intérêt de votre ouvrage. Qui est Attends, assez Mathieu Bloch, il est de quel rang? Mathieu Bloch. Député français. Les Républicains. Ok, d'accord. Donc, c'est les Républicains qui tiennent la barre là-dessus, quoi. intéressant. J'ai été marqué notamment par votre histoire en Syrie et par l'envie qui est la vôtre que ça ne se reproduise. J'ai été frappé par votre histoire. Vous êtes tellement inspirant. Vous n'étiez qu'un arabe et finalement, vous êtes aussi, vous aimez pas les arabes. Donc vraiment, ça m'a tellement touché de voir ça. Produisent pas ce que vous avez vécu durant votre jeunesse en Syrie, ici en C'est pas France. républicain, c'est UDR, donc c'était ah ok d'accord, donc c'est LR Ciotti, d'accord. Tu es beau dans ta résilience, alors que pourtant tu as étudié le Coran et tu es contre les musulmans, c'est beau. On te déportera peut-être pas, toi. C'est Et pas censé être impartial. Ah non, une commission d'enquête. Surtout ce genre de commission d'enquête, c'est. Voilà quoi. C'est comme la commission d'enquête au Sénat sur la transsexualisation des mineurs, tu vois. Genre, au final, le rapport a pas du tout été écrit par les sénatrices et les sénateurs, mais littéralement par le lobby anti-trans qu'elles ont auditionné, quoi. Donc bon. Vous avez été littéralement une commission d'enquête faite par un lobby anti-trans. Donc, par le choc que vous avez eu en découvrant certains ingrédients, un antisémitisme galopant, un entrisme islamique fort sur certains pans de la République qui vous ont marqué. J'avais été frappé aussi. Je rappelle, hein, l'entrisme islamique qu'il a marqué sur certains pans de la République, c'est un imam qui a soutenu Mélenchon. Voilà, c'est l'ampleur de l'entrisme. Enfin, qui a soutenu Mélenchon. Qui a dit c'est bien de voter pour Mélenchon. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à ça, par rapport à cette formation à l'antisémitisme finalement qu'on peut retrouver sur certains territoires de la République? La formation à l'antisémitisme sur certains territoires de la République liés à l'antisémitisme des pays arabes. Est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, que les Arabes sont tous antisémites? La raison principale pour laquelle j'ai écrit ce livre, et j'ai pris ce risque, c'est que je ne voulais pas. Pris ce risque, oh là là. Quel risque vraiment dans la France de Macron d'écrire un bouquin qui dit la France insoumise c'est des islamistes, hein. Vraiment, c'est un vrai opposant politique s'il en est, quoi. C'est vraiment, attention, hein, il est à deux doigts de la répression politique, hein. Regarde, il y a même des gens qui ont critiqué son livre sur Twitter, c'est la preuve qu'il prend des risques et qu'il subit la répression. Pas que les islamistes qui ont détruit mon pays d'origine font la même chose en France, pays que j'ai adopté, qui m'a adopté. L'antisémitisme a toujours été présent, malheureusement, au Moyen-Orient. Cela fait partie essentielle. Toujours. De tout temps, l'antisémitisme a été présent au Moyen-Orient. Depuis toujours. Il y a toujours eu. Dans ce cas, en Europe aussi. Parce que je sais pas, genre, moi je trouve, si tu veux aller remonter dans l'histoire de l'antisémitisme,
La France, c'est pas mal aussi quand même, hein. Niveau histoire antisémite, il y a quand même quelques millénaires d'antisémitisme en France aussi, donc l'antisémitisme a toujours été présent au Moyen-Orient. Il y a quand même certaines périodes où l'Europe était bien plus antisémite que le Moyen-Orient, quoi, genre bon, je oui, en Europe, bien sûr. C'est pour ça qu'il a adopté la France comme pays d'accueil, c'est que la France n'a jamais été antisémite. Oui, relire Sophie Bessis, tout ça, enfin bref, quoi. Il a dit de tout temps les Arabes. Ah, littéralement. C'est vraiment, à deux doigts de dire c'est dans leur sang, quoi. De la religion. Et là, il faut vraiment préciser que quand je parle de la religion, je parle d'un projet islamique radical qui était fondé dans les années 20, plus précisément en 1928, par les frères musulmans en Égypte, par une personne qui s'appelle Hassan al-Banna. Hassan al-Banna, son idéologie, la base de son idéologie, était faire le djihad contre les juifs dans la terre en Palestine à l'époque. C'était avant la naissance même de l'État israélien. Alors dans les années 20, il y avait déjà la colonisation, mais oui, vas-y si tu veux. Je pense que c'est ça ce qui a déclenché l'antisémitisme au Moyen-Orient. Parce que cela a déjà existé dans le texte. Or, les islamistes, ils prennent ce texte parce que dans plus... Ah, donc c'était pas antisémite avant. Donc le Moyen-Orient n'a pas toujours été antisémite. C'est juste qu'il y a un mec à un moment qui a commencé à dire faut lutter en Palestine et ça a fait émerger l'antisémitisme. De tout temps déclenché en 1928. Ah bah, après, je sais que lui-même est jeune, mais de tout temps, ça veut dire de tout temps. Hein. D'accord. Et encore une fois, oui, déjà en 1928, navré, mais il y avait déjà une colonisation active. Il y avait déjà une guerre comment dire, une guerre. Oui, il y avait déjà des milices sionistes qui cherchaient justement à s'implanter à l'époque où la Palestine était sous protectorat britannique. Il y a une guerre justement en partie contre les Britanniques, mais pas que. C'est pas... Voilà quoi. Bref. On dirait Malik Bentala dans sa parodie de CNews, oui, de fou. Ah, c'est littéralement ça. C'est littéralement ça. Dirgun El Hagana, ouais, c'est ça, ouais. Après, Hassan al-Banna, c'est pas terrible, même si lui... Ah non, mais après, je défends pas ce mec, hein. Mais bon, je trouve que quand même, la narration que fait Omar Youssef Souleiman est assez intéressante, on va dire, de l'origine de l'antisémitisme. Parce qu'en fait, autant il aurait dit oui, à l'époque, sous le califat, sous les Ottomans, sous machin, les Juifs étaient des dhimmis, ils devaient payer un impôt, et du coup, c'était déjà de l'antisémitisme parce qu'ils n'étaient pas universalistes comme nous. Ah ben non, c'est vrai, nous aussi, on avait les empires continentaux, du coup, on peut pas vraiment le dire. Mais du coup, regarde, finalement, les Arabes, ils ont toujours été antisémites. Tu sais, il aurait sorti une connerie comme ça, tu vois. On va faire croire que le statut de protection spéciale des comment dire, des fidèles, comment dire, des gens qui suivent les religions du livre, soit une forme d'antisémitisme, etc. Bon, ok, d'accord, c'est vrai. Mais là, vraiment, il a fait commencer l'antisémitisme arabe en 1928. Peut-être qu'il s'est passé un truc en même temps, tu vois. Genre, en fait, même en disant ça, il ne le place pas sans cause. C'est ça qui est fascinant. C'est que son récit pose la question de la cause. De ah, bah tiens, pourquoi 28 du coup? Ah, parce qu'il commençait déjà à y avoir une colonisation, et une guerre de colonisation de peuplement qui se mettait en place en Palestine. D'accord. Donc en fait, tu lui donnes une raison et une origine, et donc tu lui donnes un contexte. Alors que ce qui est fascinant, c'est que ce mec fait tout pour enlever le contexte de tout ce qu'il raconte, tu vois. Et là, sans s'en rendre compte, bah, il le place dans un contexte quand même. L'antisémitisme est coranique pour le coup, oui, bah, il est aussi biblique si tu vas par là. Plusieurs religions, on trouve des textes extrêmement radicaux et appelant à la haine. Mais le rôle d'un islamique... Alors désolé, mais si tu veux dire que l'islam est fondamentalement antisémite parce que c'est dans le Coran, navré, mais bon, bah, on va relire la Bible, quoi. Genre c'est... Bon, on va dire pareil de globalement toutes les religions monothéistes qui ne sont pas le judaïsme. De reprendre ces textes et les diffuser en public et faire construire un projet politique. Donc il y avait des groupes djihadistes appartenant aux frères musulmans qui allaient pour faire le djihad contre les frères musulmans. Et c'était dans la même période où Amin al-Hussein fait des publics et faire de reprendre ces textes et les diffuser en public et faire construire un projet politique. Donc il y avait des groupes djihadistes. Il y a la moitié des Wissel antisémites qui sont issus de la Bible. Oui, genre, en fait, je suis chrétien.
je sais quelque chose de l'antisémitisme chrétien, en fait. Genre, j'ai été limite élevé dedans sans m'en rendre compte. D'ailleurs, sans même que les gens qui m'élèvent dedans s'en rendent compte eux-mêmes, tu vois. Genre, c'est désolé, genre, c'est des bras mentons. Bah écoute, ramasse-les, il va pas les perdre non plus, hein. appartenant aux frères musulmans qui allaient pour faire le djihad contre les frères musulmans. Et c'était dans la même période où Amin al-Husseini. Amin al-Husseini, c'était le mufti d'Al-Quds. D'ailleurs, Ah, il va nous sortir le grand moufti de Jérusalem qui a dit à Hitler de... Ah, c'est ça le niveau de son bouquin? C'est le grand moufti de Jérusalem qui dit à Hitler qu'il faut exterminer les juifs? ça c'est bien à préciser que plus tard, Amin al-Husseini a rencontré Hitler. Oui, bah voilà. Et donc, on va se reposer sur les propos d'un négationniste pour dire la vérité sur l'antisémitisme. Donc le mec qui donne un des points de discours clichés du négationnisme de la Shoah et de la spécificité pardon, nazie et donc européenne de l'extermination des Juifs. Et c'est à lui qu'on va faire confiance pour nous apprendre quelque chose sur l'antisémitisme des Arabes. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, et tous les deux, ils ont construit une armée qui s'appelle l'armée des musulmans, qui faisait partie de l'armée des nazis. Et il y avait 20 000 musulmans là-dedans. La plupart d'eux, c'était de l'Europe de l'Est. Pourquoi je raconte Attends, quoi? La preuve que les musulmans sont antisémites, c'est qu'il y avait des musulmans dans l'armée de Hitler, surtout des musulmans d'Europe de l'Est. Du coup, alors, ok, d'accord. Bon, du coup, c'était des Européens. Pourquoi il y avait des musulmans en Europe de l'Est? Qu'est-ce qui s'est passé après la Première Guerre mondiale pour l'Empire ottoman? Est-ce qu'il n'y aurait pas éventuellement un rapport avec la conquête de l'Europe de l'Est par les armées nazies? Non, ils étaient juste musulmans. Ils étaient juste musulmans. des frères musulmans et les nazis. Pour tous ces éléments, ou disons tous ces éléments, ont déclenché cette haine envers les juifs. Bien plus tard, alors la construction de l'État, ou la naissance. Attends, et en plus, non mais il est con, hein. Oh, il est si bête. En fait, c'est fou d'avoir autant rien dans le crâne. Enfin, il y a des complotistes plus intelligents que lui. Lui, il dit, c'est l'alliance entre les musulmans et les nazis qui a déclenché l'antisémitisme chez les Arabes et les musulmans. Bah non, parce que du coup, selon ta logique, ils se sont alliés avec les nazis par antisémitisme. C'est pas leur alliance qui a déclenché leur antisémitisme. Même ton raisonnement, il est débile. Un vrai complotiste islamophobe, il dirait que c'est parce qu'ils étaient antisémites depuis le fin fond de leur histoire. Et que... Non! Toi, t'es en mode, ah, ils sont alliés avec les nazis, du coup, ils sont devenus antisémites. Vous imaginez, monsieur le procureur, qu'on avait 800 000 juifs vivaient au Moyen-Orient, avant la naissance de l'État israélien. Aujourd'hui, on n'a même pas 30 000. Donc, toutes ces... Mais du coup, Israël n'est pas au Moyen-Orient? Pourquoi il dit qu'il n'y a plus que 30 000 juifs au Moyen-Orient, alors que, jusqu'à preuve du contraire, Israël est au Moyen-Orient? Parce que, en fait, il faudrait savoir. Soit Israël est un pays occidental, oui, comme le dit Emodem, la preuve, ils font l'Eurovision. Soit c'est la seule démocratie du Moyen-Orient. Parce qu'ils n'arrêtent pas de nous dire c'est la seule démocratie du Moyen-Orient. Du coup, ils sont au Moyen-Orient. Bon. Du coup, non, ils sont pas au Moyen-Orient, mais ils y sont quand même. Toutes ces personnes qui vivaient ici depuis des centaines. Non mais oui, il veut dire les gens hors Israël. Mais peut-être parce qu'ils sont tous allés en Israël, justement. Éventuellement. Et ça, c'est une histoire complexe, qui mélange en effet, comme le dit Sophie Bessis, l'émergence en effet d'un antisémitisme politique, mais lié aussi au fait qu'Israël a aussi énormément incité les Juifs à faire sécession de leur pays. Ça a été un prétexte utilisé par les nationalistes arabes à cette période-là. Mais il y a aussi eu des false flags. Il y a aussi eu des endroits où Israël a fomenté des attentats envers des communautés juives, notamment au Maghreb, je crois en Égypte, je ne sais plus, pour les pousser à partir en les convainquant que l'antisémitisme les contraignait à partir, etc. Il y a eu plusieurs trucs. Il y a à la fois eu un antisémitisme qui a été utilisé par les nationalistes arabes, mais il y a aussi eu
une utilisation stratégique de cet antisémitisme et une excitation stratégique de cet antisémitisme par Israël pour renforcer son peuplement, quoi. Même des milliers d'années. C'était dans leur pays, en Syrie, en Irak, au Liban, même dans les pays du Maghreb. Oui. Donc, je trouve, parce que c'était insupportable pour eux. Dans ma ville maternelle, à côté de Damas, qui s'appelle Kotaïfa, déjà dire d'être juif, ça veut dire on insulte une personne. Moi, c'est ça tout ce que je me souvenais de mon enfance. En France aussi. En France aussi, pendant très longtemps, on n'osait pas dire le mot juif parce qu'on avait l'impression que c'était une insulte. Moi, j'ai grandi où le mot juif était un espèce de tabou. C'est pour ça qu'on disait feuge, qu'on disait pas le mot juif en soi, parce que c'était associé à une insulte. Et d'ailleurs, oui, en effet, toujours un peu. Hein. Donc, oui, comme noir aussi, oui, noir, en effet. Pendant très longtemps, il y avait un tabou autour du mot noir parce que c'était associé à une insulte. Donc, oui. Maintenant, on se remet à le dire. Parce qu'il y a des militants qui ont dit non mais arrêtez, c'est pas une insulte, etc. Ça va, je suis noir, c'est bon. Mais oui. Vis-à-vis de ce mot. Quand on se défend, on dit je ne suis pas si juif pour me traiter si mal, vous voyez. Parce que les juifs sont traités même pas comme des êtres humains. Non, bah oui, l'utilisation en France du mot juif comme synonyme de radin, comme c'est dit dans le chat. L'expression fais pas ton juif, une expression parfaitement française. En fait, j'adore, il essaie de donner une spécificité à l'antisémitisme arabe. Alors que désolé, mais les expressions qu'il exprime, on a les mêmes. J'ai grandi avec les mêmes en France. Hein. J'ai grandi avec exactement les mêmes. C'est pour ça que black a été utilisé très longtemps pour éviter de dire non, ouais, exactement. Oui, le petit juif quand tu te tapes le coude. Pourquoi on appelle ça le petit juif? au Coran, on a 40, si je ne me trompe pas, on a plus que 41 versets qui parlent des Juifs, surnommant les fils d'Israël, le prophète. Et dans aucun cas que les Juifs étaient bien traités. Encore une fois, on ne parle pas d'un Coran pratiqué dans la religion par croyance individuelle, on parle d'un projet politique. Plus tard, pour revenir à votre question, arrivons en France. Si le propos c'est de dire qu'il y a l'antisémitisme en Syrie ou en France, je crois que tout le monde est d'accord, oui. C'est un problème, oui. Je sais pas. Parce que c'est un nerf dans le coude que les tailleurs, donc les juifs, se cognent souvent. Ah. Pour moi, qu'est-ce que c'est la France? J'ai entendu de la part d'une blanche samedi à un anniversaire, elle est partie en juive et ça choque personne. Pour dire qu'elle a filé à l'anglaise. Tu vois, c'est là que les traditions se perdent. Hein. Normalement, on dit filer à l'anglaise, hein, pas partir en... Tu vois, l'antisémitisme fait perdre toutes les traditions françaises. Voilà. La France, c'est l'universalisme, c'est la laïcité, c'est de vivre ensemble, c'est la diversité. C'est disons, d'une manière ou d'une autre. Moi, j'appartiens à cette France que j'aime beaucoup. La France de Jean Jaurès, que j'avais lu même avant d'arriver en France. La France de Gaulle-et-Loire, de la Résistance. C'est pas là, en fait, c'est pas dans ce pays. Mais il y a des antisémites aussi en France. Allô? Genre, il choisit sa France, c'est vraiment, il est en mode, moi, j'appartiens à la France, j'aime la France. Mais c'est vraiment Malik Bentala, en fait. C'est vraiment... Enlève cette perruque, Malik Bentala, s'il te plaît. Genre, allô? La France de Jean Jaurès, c'est une France extrêmement antisémite, cette France-là. Allô? Lui aussi. Mais en fait, c'est juste, encore une fois, la preuve que l'instrumentalisation de l'antisémitisme contre les musulmans ne peut reposer que sur du négationnisme. Parce que, désolé, mais cette France-là était extrêmement et passionnément et ouvertement antisémite. Où on dit on doit éliminer ou détruire un pays qui s'appelle Israël. D'ailleurs, Thomas Portes, pour revenir à votre question, monsieur le député, Thomas Portes a déclaré en mois de juillet dernier, là je cite par la chaîne Al Jazeera, qu'il faut libérer l'ensemble de la Palestine. Je tiens à confirmer que quand on appelle à la libération de l'ensemble de la Palestine, ça veut dire on appelle à détruire un État qui s'appelle Israël, où 75% des habitants sont juifs. Donc ça c'est, à mon avis, ça c'est de pur antisémitisme. Et le pourcentage restant? Ah oui, c'est des citoyens de seconde zone, c'est vrai. J'adore, moi, libérer toute la Palestine, et il dit, bah non, regardez, 75% des gens, ils sont juifs. Et du coup, le pourcentage restant, on peut les libérer? Ou pas? Parce que je pense qu'ils sont concernés par la libération. Donc il admet qu'Israël a volé une part de la Palestine. Oui, mais il est pour. Non, mais oui, il est sioniste, lui. Par quoi, dans tel témoignage, il n'y a rien dedans. Bah, ils vont dire, regardez, les résultats de notre commission d'enquête sont parfaitement scientifiques. Cet expert des arabo-musulmans nous a dit que les pro-palestiniens sont antisémites. Donc c'est la preuve que les pro-palestiniens de la France insoumise sont antisémites par islamisme
Enfin, ils vont juste répéter ce qu'il a dit et dire regardez, c'est la preuve. C'est tout. Soit par Urgence Palestine ou d'autres associations palestiniennes. On appelle, en fait, ça a devenu comme, oui, on l'a normalisé l'idée de détruire un État qui s'appelle Israël. Et je me demande Oui. donc, est-ce qu'on a déjà appelé une fois à détruire l'ensemble de la Russie qui lance une guerre contre l'Europe? À mon avis, non. Bah, déjà, j'allais dire la Russie ne s'est pas fondée sur la colonisation, mais en fait, si. Moi, j'appelle à libérer la Sibérie de la colonisation russe. Genre, la Russie est un empire qui n'a jamais été décolonisé. Et resté un empire et continue de se comporter comme un empire. Mais là, par contre, la Crimée, t'en penses quoi? La Crimée, elle est russe? Ou il faut libérer la Crimée de la Russie? Parce que là, c'est un exemple de colonisation pour le coup, là. On n'a pas le droit d'éliminer un État tout en entier. Ce discours, plus précisément, c'est dans lequel on a été éduqué, dans lequel on a grandi. Chaque matin, quand on allait à l'école en Syrie, on répétait l'amour à Israël. C'est un message très fort que vous portez aujourd'hui. Je voudrais revenir sur l'islamisme en France. Vous considérez qu'il existe aujourd'hui un risque que la France soit détruite par la folie radicale des islamistes. À quel point, selon vous, ce risque est-il avéré? Que la France sera détruite. Et comment cette menace peut-elle se matérialiser concrètement? Pardon, si j'ai bien compris, votre question concerne comment ça pourrait emmener au chaos, tout ça. Voyons l'intensité d'ailleurs dans ces manifestations, les dizaines de manifestations qui étaient organisées par LFI et ces islamistes. Ce n'est pas un appel à la paix, mais un appel à la haine. Voyons à quel point... Ah, attends. Rappelle, tout à l'heure, il a dit non, mais les gens qui manifestent, ils sont de bonne foi. Je ne dis pas ça contre eux. Mais les manifestations sont un appel à la haine. Donc les gens qui manifestent pour la haine, du coup. Donc les manifestants ne viennent pas là de bonne foi, du coup. Et donc, conformément à ce qu'il a réfuté dans ses propos liminaires, il confirme donc que la lutte contre le terrorisme est une lutte contre l'islam et que la lutte pour Israël est une lutte contre l'islam et que la lutte pour les Palestiniens est une affaire d'antisémitisme et rien d'autre. Donc en fait, finalement, tout ce qu'il a réfuté au début de son propos liminaire est confirmé par ce qu'il dit. Imagine, tu viens de Syrie où les islamistes ont détruit ton pays, ta famille, tu fuis les persécutions, je peux aussi comprendre son point de vue. Non, parce qu'il y a aussi des Syriens, y compris qui ont fui la Syrie, qui sont pas débiles comme lui. Moi, j'aimerais savoir c'était quoi sa classe sociale en Syrie. Parce que bon, le daron médecin, tout ça... En fait, c'est ça, parce que ça, c'est tout le jeu, d'aller trouver un bon token. Ah, cette personne a fui son pays et les persécutions, et il est d'accord avec nous. Mais il y a d'autres gens qui ont fui leur pays et leurs persécutions et qui se battent pour la Palestine. Et qui se battent contre l'islamophobie. Donc en fait, il suffit pas de fuir son pays et fuir la persécution pour avoir raison. Il suffit d'avoir raison pour avoir raison. Or, ce mec a tort. disons, le projet de la France insoumise, en faisant ces liens avec les islamistes, c'est déclencher l'intensité entre ces deux communautés par plusieurs manières. Premièrement, quand il s'adresse aux musulmans en tant que musulmans, mais pas en tant que citoyens français, moi je trouve que c'est extrêmement dangereux. Quand il répète sans cesse... Attends, quoi? Par plusieurs manières. Premièrement, quand il s'adresse aux musulmans en tant que musulmans, mais pas en tant que citoyens français, moi je trouve que c'est extrêmement dangereux. Qui fait ça? Sauf que Mélenchon, c'est précisément tout son discours de s'adresser aux musulmans comme à des citoyens français. C'est littéralement son discours républicain. Les musulmans sont des citoyens comme les autres, allô, c'est ce qu'on n'arrête pas. Oui, précisément la lutte contre l'islamophobie, c'est justement revendiquer que c'est des citoyens comme les autres et qui doivent être traités comme des citoyens comme les autres et pas être discriminés. Et la lutte contre la discrimination, c'est vraiment ce truc humaniste, universaliste, basique. Oui, c'est juste un complotiste, le mec. Que les musulmans sont en danger et l'ensemble de la France est un État islamophobe. C'était Mélenchon qui l'a déclaré suite au crime qui était horrible qui était commis contre Boubacar dans une mosquée à Paris. D'ailleurs, le criminel n'était pas français, il était serbe. Alors, Mais peu importe, c'est quoi? Alors, connaissant Mélenchon, il a justement du mal à parler d'islamophobie d'État, justement. Donc,
Au contraire, il est dit: «Non, les Français, ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas comme ça», et cetera. Genre, au contraire, c'est pourquoi il fait l'inverse du discours de Mélenchon? Même les gauchistes, ils ont étrillé Mélenchon là-dessus récemment dans le «Allô Mélenchon» parce que, oh là là, il veut trop dire que, la France, elle est pas raciste, alors que le racisme d'État genre, c'est littéralement la sauce actuellement qui se prend par les gauchistes. Pourquoi il précise qu'il était serbe? Bah, pour dire: «Ah, du coup, c'est pas un Français, la preuve que la France n'est pas islamophobe parce que c'est pas un Français qui». condamnés à tout. Il y a un Sans membre de la commission qui va lui mettre son nez dans son caca à un moment. Bah non, bien sûr que non. C'est une commission de la droite pour taper sur la gauche. Genre, tout mensonge et toute instrumentalisation est bonne à prendre. sans réserve. Et je pense que ce discours victimaire, comme quoi que la France est un pays islamophobe, c'est-à-dire on met les musulmans à l'écart et on les adresse comme des victimes, comme des malheureux, et pas comme, comme nos compatriotes. Quand tu parles de l'homophobie, tu parles des personnes qui sont victimes de l'homophobie. Mais ça ne veut pas dire que les homosexuels ne font pas partie du peuple français. Allô? Non mais les gens, c'est ça les dans la tête des bourgeois. C'est pour ça vraiment le chat. Hein. Arrêtez de fétichiser les bourgeois. Notamment, je parle aux prolos qui se sentent un petit peu en complexe de l'imposteur, en mode ouais, j'ai pas toutes les connaissances quand même, les intellectuels, etc. Non, c'est ça leurs intellectuels. Les bourgeois, ils croient que ça, c'est intelligent. Franchement, arrêtez de croire que vous êtes inférieur à ces gens-là. Arrêtez de croire que les bourgeois sont plus intelligents que vous, ou peut-être ont plus lu, ou ont plus de... Non, 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 non. Eux, ils croient vraiment que ça c'est intellectuel, ça. Donc ne vous inquiétez pas là-dessus, tranquillisez-vous, vous pouvez les mépriser comme vous voulez. Vraiment. Vous voyez, monsieur le procureur, moi j'ai obtenu la nationalité en 2022. Ma famille est musulmane, ma mère est voilée. Tout Ah, donc t'es un islamiste. Donc faut pas te faire confiance, t'es en taquia, attends, t'es musulman, ta mère porte le voile, tu forces ta mère à porter le voile. Comment faire confiance à un islamiste? mon entourage sont vraiment pratiquants. On s'en fiche complètement si je crois en Dieu ou pas, on s'en fiche complètement si je suis musulman ou pas. C'est quoi la différence entre nous ici dans cette salle? On est des citoyens, on appartient à cette France. Pour moi, Il est vraiment en mode I'm not like the other musulman, I'm not like the other arabe. Bah, si, en fait, si. En fait, c'est ça. C'est ça ce qui est difficile pour lui, c'est ça son problème. C'est que ça a beau être un bourgeois syrien, c'est un arabe comme les autres. Et c'est ça son gros problème. C'est qu'il veut pas être un arabe comme les autres. Mais sauf que c'est juste un arabe comme les autres. moi, c'est ça ce qu'il compte aujourd'hui. Et malheureusement, ce discours est complètement absent chez LFI. Il n'arrête pas d'appeler des musulmans comme des musulmans, viser les musulmans. Et je pense que c'est un discours séparatiste. Par rapport au cas où Il a dit il faut pas voir les couleurs à l'OS racisme, oui. Mais c'est vraiment la maladie de l'universalisme aveugle à la française, quoi. Et en fait, moi, ce que je trouve fascinant, c'est qu'il prend l'exemple de la France insoumise qui opère un universalisme conscient. Ce que j'appelle, moi, un universalisme conscient. C'est-à-dire que lorsque Mélenchon va parler des musulmans, c'est en tant que citoyen français. Il va toujours renvoyer justement à la citoyenneté française, à l'égalité de droit, à la loi, à ce qui nous rassemble tous, etc. etc. Et ça, c'est une forme d'universalisme, mais un universalisme conscient qui s'oppose à l'universalisme aveugle. Et l'universalisme aveugle, c'est quoi? C'est de dire on est tous français et on ne voit pas les différences. Alors que l'universalisme conscient, c'est on est tous français et c'est précisément au nom de ça qu'on va percevoir les différences parce qu'on va voir quand les gens ne sont pas traités comme des Français comme les autres. Et justement, en fait, c'est que prendre l'exemple de Mélenchon, pour moi, c'est un tel contre son camp parce que justement, c'est l'exemple même de comment réconcilier l'universalisme avec la conscience des discriminations, avec la conscience des dominations, etc. etc. Genre, c'est. Et c'est justement ce que je trouve fascinant, c'est ça. C'est que c'est leur ennemi numéro un. Leur ennemi numéro un, c'est pas vraiment, je sais pas, des gens qui vont vraiment avoir un discours séparatiste parce que, bah, en fait, ils sont pas très très nombreux en France. Tu vends pas beaucoup de livres là-dessus. C'est pas ces gens-là qui va viser. C'est précisément des gens qui ont aussi un discours universaliste, mais qui ont un discours universaliste dont l'universalisme n'empêche pas la prise en compte justement du racisme. En fait, c'est ça, pour eux, leur ennemi, le danger, c'est qu'on puisse avoir un universalisme conscient, qu'on puisse avoir un universalisme qui soit antiraciste, qui soit activement antiraciste. C'est ça, c'est que moi, je revendique beaucoup le terme d'universalisme, précisément pour le parasiter de l'intérieur.
C'est vraiment ma démarche. Et parce que, en fait, pour moi, l'universalisme n'a pas de sens. C'est l'universalité. L'universalité des droits, l'universalité des conditions, l'universalité de la condition à laquelle on veut aspirer, par exemple. Tu vois. Genre, pour moi, c'est quelque chose de l'ordre de ce qu'on appelle faire société. En fait, pour moi, l'universalité, c'est faire société, tu vois. Mais c'est un contenu un peu plus concret de faire société. Ça se base sur quoi? Ça se base sur des référentiels communs, ça se base sur une appartenance commune et comment on va négocier collectivement cette appartenance commune à ce qu'on appelle bizarrement patrie, nation, État. Ces trucs bizarres qui ne devraient pas exister, mais qu'on a devant nous, tu vois. Moi, c'est comme ça que je perçois l'universalisme. C'est vraiment comme un outil de parasitage de l'intérieur. Mais après, en effet, c'est qu'il y a pas mal de débats. Il y a beaucoup de gens qui rejettent justement le terme d'universalisme précisément parce qu'il provient d'une tradition qui vise justement à niveler les différences et à faire de l'uniformité. Et à faire justement à ériger en fait en universel un modèle qui est spécifique, c'est-à-dire un modèle occidental, blanc, etc., etc. Moi, c'est pas dans ce sens-là que j'utilise l'universalisme. Mais c'est pour ça que l'idée de créolisation qui est portée par Mélenchon, c'est un peu une façon de parasiter cet universalisme, de rappeler que l'universel n'est pas décrété que par le dominant, mais le dominant est aussi traversé par le dominé, entre guillemets. Que le dominant est aussi traversé profondément par la langue arabe, par des pratiques culturelles, par des pratiques musicales, c'est culturel, etc. Donc par des pratiques culturelles, par des pratiques quotidiennes et des liens au quotidien qui font que tu n'es pas ce blanc pur et parfait universel, que tu es aussi toi-même transformé et qu'en fait l'universalisme ne peut pas se penser s'il ne se pense pas aussi comme traversé par toutes ces composantes. Ok, Jean Genet, bah oui, c'est ma... Mais du coup, ça permet de revenir à qu'est-ce qu'on appelle l'universel, et en fait revenir finalement à des considérations beaucoup plus concrètes et terre-à-terre de l'organisation de la vie en société, quoi. Comme le projet islamique et surtout leur alliance, l'alliance entre les islamistes et la France insoumise. Mais quelle alliance? Tu ne l'as pas prouvé, cette alliance. Tu n'as toujours pas prouvé cette alliance. Parce qu'à mon avis, ces musulmans sont pris en otage par un projet séparatiste. Merci. T'as rien démontré. Tu t'es juste basé sur le fait que les gens ils sont déjà convaincus d'un truc faux. Mais... Merci, monsieur. Oui, les gens ont été dans des manifestations. Ils se sont croisés dans des manifestations. Lui, son argument, globalement, c'est la preuve qu'ils sont islamistes, c'est qu'ils sont allés dans les mêmes manifestations. Et en fait, c'est exactement cette même logique. C'est que pour eux, tout mouvement social ne peut qu'être résumé à un unanimisme et à une unanimité. Et qu'il faut pouvoir trouver, de façon autoritaire, de façon presque totalitaire, l'unanimité qu'il y a dans une manifestation et qui est la preuve de tout. Que chaque personne dans une manifestation, tout le monde est d'accord entre eux. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on ne va pas manifester, parce que moi, je ne suis pas d'accord avec tout le monde. Parce que je suis différent. Et en fait, il a cette vision bourgeoise des manifestations qui permet de sous-tendre son argument et qui permet à son argument de passer totalement crème, que personne ne vienne remettre en question qu'ils étaient dans la même manif, du coup c'est la preuve qu'il y a des liens. Quelle preuve? Parce que les gens qui l'interviewent, là, les gens de LR, etc., eux aussi ont cette vision bourgeoise de la manifestation, eux aussi ont cette vision de l'unanimité naturelle, et que si tout le monde va dans la rue, c'est que tout le monde est d'accord avec tout. D'autant que d'après lui, l'islamiste en question, c'est Elias Imzalen parce qu'il a une barbe. Il l'a pas encore cité, mais c'est vrai, oui, bah oui. On rappelle que pour lui, Mohamed Awad est un islamiste. Mohamed Awad. Le gentil insoumis de la Courneuve. Et juste parce qu'il a le malheur d'être musulman, c'est un islamiste. Genre, voilà, pour lui, islamiste égale musulman, rappelle aussi. L'éternel argument de il manifeste contre le vieux djem avec des drapeaux palestiniens, il mélange tout. Oui, exactement. C'est ça qui les fait câbler. En effet, pour les manifestations sociales où il voit des drapeaux palestiniens, c'est ça qui les fait câbler. C'est de voir justement dans la manifestation l'expression aussi d'une pluralité. Et en fait, c'est cette pluralité du peuple qui leur fait peur. Parce qu'in fine, ils vont se dire oh là là, ça va voter pourquoi ça? Parce que fondamentalement, ils considèrent le peuple comme des moutons et comme des bœufs qu'il faut mener sagement à l'abattoir, quoi. Oh, c'était très boomer Facebook ce que je viens de dire. Après, c'est vrai. Après, ça me rassure un peu leur médiocrité, ça nous assure une victoire sur le temps long. Bah oui. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.